Si un dinosaure pouvait ressusciter, il pourrait se dire « Je rêve ou j'ai déjà vu ça quelque part ». Dicksonia antarctica, la fougère des forêts de Tasmanie, un fossile vivant, datant de l'ère secondaire, une époque où la société végétale, ayant conquis la Terre depuis déjà pas loin d'1 milliard d'années, ne s'était pas encore décidée à faire un pas essentiel de plus. Prendre contact avec le monde animal. Sont empoisonnés. Elle a beau se déployer en accéléré devant la caméra, nous avons devant nous une plante repliée sur elle-même, qui n'a rien à dire ni à une abeille, ni à une vache. Ah, ça, c'était un pas en avant. Le pollen. Une poussière qui, d'un cône de pin mâle à un cône femelle, véhicule des spermatozoïdes. Véhicule, si l'on peut dire. Disons plutôt, se fait balader au petit bonheur par le vent. Et il s'en perd beaucoup. Comme aussi avec cette plante des marais, la massette. Au moindre choc ou souffle de vent, elle libère dans les 200 millions de grains de pollen. Mais combien arrive sur un organe femelle? Et le seul rapport qu'on puisse trouver entre ce genre de pollen et le monde animal, c'est qu'il nous flanque le rhume des foins. Il semble que la Terre, il y a quelques 60 millions d'années, ait fini par dire à la vie « Tu veux me faire une fleur? Fais-en plein partout. » Des fleurs qui discutent, non pas avec le vent, mais avec les insectes ou les oiseaux, et même avec les hommes. Pas forcément toutes des fleurs extraordinaires, mais qui fassent des fruits et des graines. Bon, dit la vie, s'il s'agit de faire causer l'animal avec le végétal, on va les faire causer, même si ça fait jaser, parce qu'avec les fleurs, accrochez-vous, il va y avoir du sexe. Et, à partir, disons, en gros, de la fin de l'ère secondaire, la vie inventa un si grand nombre de fleurs que l'homme, arrivé bien plus tard, eut bien du mal à s'y reconnaître. Des fleurs pour les pays tropicaux, comme les cattleyas. Pour la haute montagne, comme le Méconopsis, pavot de l'Himalaya. Des fleurs n'ouvrant que la nuit, pour pays trop chauds dans la journée. Pour les semi-déserts, la vie inventa même des fleurs de plantes cailloux. Ce n'est qu'au XVIIe siècle de notre ère, pour ainsi dire hier, que le français Tournefort, puis le suédois Linné, firent naître l'appellation binaire en latin, aujourd'hui internationale, le nom désignant le genre, l'adjectif désignant l'espèce. Si vous dites à un botaniste chinois ou guatémaltèque Cinnaras collimus, il sait immédiatement de quoi vous parlez. En français, l'artichaut, en train de fleurir devant vous.
Famille, les composés, une des plus récentes de l'évolution. La notion de famille botanique, fondée en grande partie sur la forme des fleurs, est inventée à Paris par le français Jussieu, au moment où une famille royale, dont l'emblème est le lys, est en passe d'être éliminée, en 1789. Une famille facile à reconnaître est celle des papillonacées, parce qu'elles évoquent avec ce même pétale dressé, celui chargé de la pube, tandis que les deux autres en dessous sont réunis pour former une carène, où sont les étamines, prêtes à coller du pollen sur le ventre du visiteur. La séquence que nous voyons est d'ailleurs un relatif malentendu, car voyez ces protubérances de chaque côté de la carène. Ce sont, comme sur une Harley-Davidson, des repose-pattes pour les bourdons. Eux seuls sont assez lourds pour provoquer, comme ceci, l'ouverture de la carène, en se posant dessus. Ici, des abeilles, attirées par la couleur jaune et l'odeur, s'y évertuent. À force de s'énerver, elle parvient à écarter les deux pétales. Par contre, le profane s'interroge quand il entend dire par le botaniste que le bouton d'or, par exemple, est de la même famille que la nigelle, la famille des renonculacées, 4000 modèles. C'est ce qu'on nomme une famille par enchaînement, lorsque des plantes, apparemment dissemblables, sont insensiblement reliées entre elles par des formes intermédiaires. Le botaniste y reconnaît comme la griffe d'un même couturier. Voici la présentation de quelques-unes de ces créations de haute couture de la maison Renonculacée. Pour la balade en montagne, Aconitum wilsonii ou capuchon des moines, modèle typiquement suisse. Attention, poison. La plus romantique de la collection. Ancolie des Alpes. Pour une sortie de bain marécageux, Caltha palustris, communément populage ou souci d'eau. Pour calmer les nerfs, Helleborus niger, l'hellebore noir ou rose de Noël. Les anciens Grecs l'utilisaient pour soigner les fous, ça les abrutissait. Nigella damascena, la nigelle. Dans les 4 épices et dans le pain d'épices, il y a de la graine de nigelle. Le clou de la collection, un succès mondial et sans doute clématis. 250 espèces de ce genre, sans compter les hybrides. Mais parmi les 4000 modèles de la collection Renonculacée, on peut en repérer environ 400 qui se ressemblent tous plus ou moins, celles que, communément, on nomme les renoncules. Ce sont des variations sur le modèle Ranunculus acris, la renoncule âcre, une fleur empoisonnée. Même les vaches le savent. Quand elles broutent, elles en font le tour. C'est donc elles qui ouvrent la collection, disons, de la ligne de prêt-à-porter renoncule, sous son nom de bataille français, le bouton d'or. Ranunculus aquatilis est un bouton d'or de bain traité dans le blanc. Un mètre de hauteur, Ranunculus lingua, ou renoncule langue, mauvaise langue, empoisonnée elle aussi. Ranunculus asiaticus, ou des fleuristes, modèle très vendu.
La souche par laquelle on l'a reproduit s'appelle, comme par hasard, une griffe. Et attention, voici mort aux vaches, ou renoncule scélérate. Infeste les moissons si le terrain est humide, fait baisser la production des vaches laitières et peut les tuer. Un modèle qui se porte jusqu'à 4000 mètres d'altitude, Ranunculus glacialis. Enfin, voici Boule d'or, Trollius europaeus, le troll d'Europe. Beaucoup plus facile à repérer pour le botaniste amateur est la famille des labiers, de labia en latin, parce qu'elles ont comme deux lèvres qui s'ouvrent. La plus célèbre est la sauge. Encore y en a-t-il beaucoup d'espèces. Ici, c'est la plus modeste et la plus célèbre, la sauge des prés. La manière dont elle manipule ses visiteurs fait tout de même réfléchir. Comment une fleur peut-elle inventer un truc pareil? L'insecte est attiré par le nectar au fond de la corolle, bute contre une charnière élastique et deux leviers s'abaissent pour lui coller du pollen sur le dos. Et tout en haut de la corolle, ce qui dépasse, avec un Y au bout, c'est l'organe femelle. Tant que la fleur est mâle, il attend. Dès que le pollen a dépassé la date limite, c'est son tour. Car la vie, à force de tâtonner, s'est créé des problèmes. Les trois quarts des fleurs qu'elle a inventées, portant les sexes mâles et femelles rapprochés, comment faire pour éviter qu'elle se fasse l'amour toute seule? Non pour la morale, dont la vie n'a que faire, mais pour la génétique. Réponse, tous les coups sont bons. Le pollémonium, par exemple, commence par sortir ses étamines. 20 heures plus tard, le pollen se dessèche et les organes femelles, ces trompettes qui se sont allongées, sont alors prêtes à recevoir du pollen d'une autre fleur. Il arrive, mais plus rarement, l'inverse. Le callistémon, vulgairement rince-bouteille, commence par sortir des organes femelles pendant que les étamines sont encore emmêlées. Le lendemain, elles se libèrent en très grand nombre. Elles sont rouges pour attirer les oiseaux, à la place de pétales inexistants. Et quand il s'agit d'une hampe florale, comme celle par exemple de l'Erémurus, la vie n'est pas assez bête pour faire tout fleurir en même temps. Elle répartit sur plusieurs jours, en commençant par les fleurs du bas, ce qui augmente les chances de voir arriver des insectes. Et aussi d'avoir à offrir tel jour un étage de fleurs mâles, tel autre le même étage en fleurs femelles, ce qui favorise la fécondation d'une inflorescence à l'autre. Car chacune des petites fleurs de l'Erémurus fait ceci. Pendant que ces étamines sortent, l'organe femelle s'abaisse. Le lendemain, le pollen étant off-limite, il se relève et attend, entre guillemets, du pollen étranger. Et, pour plus de sûreté, la plupart du temps, l'organe femelle est plus long que les organes mâles, hors de portée. Autre démonstration de la technique mâle d'abord, le Blumenbachia, ainsi nommé en souvenir du professeur Blumenbach de Göttingen, en Allemagne. Ces étamines se rassemblent et puis s'écartent, poliment, une fois leur rôle joué, pour laisser la place à l'organe femelle. Cette fleur est celle de la nigelle. D'abord, abaissement progressif des étamines. Une abeille arrive, elle se fait coller du pollen sur le dos.
Le lendemain, stade femelle. Les étamines, devenues inutilisables, sont piétinées par l'abeille. Les organes femelles viennent alors prendre du pollen étranger sur son dos. Il y a encore mieux, le lierre. Parce qu'il s'accroche aux murs et aux arbres, on le croit parasite. C'est quand il est jeune qu'il grimpe, de préférence à l'ombre. Une fois adulte, il se comporte en arbre, dressant verticalement à la lumière des branches libérées. Ce sont ces branches-là qui portent des fleurs, qui s'épanouissent en pays tempéré, fin septembre, début octobre, au moment où il n'y a plus grand-chose d'autre pour les insectes. Là où est le perfectionnement, c'est que, d'abord, les 5 étamines du lierre offrent du pollen, mangé tout bêtement par les mouches et récolté par les abeilles. Mais ensuite, la fleur offre beaucoup de nectar. En venant le pomper, les insectes, venant d'une autre fleur de lierre à ce moment pleine de pollen, en déposent sur l'organe femelle. Le nectar est donc véritablement une deuxième offre de la fleur, un produit d'appel pour attirer du pollen étranger. Étranger, minute, papillon, oserait-on dire, ou minute abeille, car la fleur est raciste, disons pour ne pas la vexer, spécifiste. Elle accepte ou refuse du pollen selon qu'il est convenable ou non. Cette fleur américaine, dont on a trouvé qu'elle évoque un masque, a reçu le nom latin de mimulus, du latin mimus, acteur ou mime. Attention, un pinceau va déposer du pollen de son espèce. Aussitôt, il se referme, faisant le pollen prisonnier, pendant plusieurs heures. Je suis enceinte, qu'on me fiche la paix. Tandis que si on lui offre un pollen qui ne vient pas d'un mimulus, une imitation de mime, il se referme sur lui, mais rouvre au bout de quelques minutes. On ne la lui fait pas. Le mimulus jaune, pour s'exciter, même avec du bon pollen, demande, lui, à être touché avec plus d'insistance. Il faut toucher les 2 lèvres de son organe femelle. Quant à cette fleur de la Louisiane, si on lui propose du pollen étranger à son espèce, elle ouvre et referme en quelques minutes les lèvres de son organe femelle ayant vraiment l'air de protester. Désarroi purement chimique, bien sûr. Mais qu'est-ce qui, dans la nature, y compris chez l'homme, n'est pas chimique ? Cependant, beaucoup de plantes ne font pas, pour leur reproduction, uniquement confiance à la fleur. La sexualité, c'est plein d'aléas. La bouture, c'est plus sûr. Ainsi, le Nelumbo, alias lotus. Parce qu'il naît dans la vase, traverse l'eau et ouvre sa fleur au soleil, reliant ainsi les 3 éléments, il est, pour les Asiatiques, devenu sacré. Selon la chaleur ambiante, ici c'est accéléré, il ouvre et referme sa fleur au cours de la journée. Cette pomme d'arrosoir, où sont logées ses graines, à moitié à l'air libre, lui sert à les ressemer en les faisant boguer au fil de l'eau. Mais les Chinois, qui mangent les graines du lotus, ont besoin d'en avoir beaucoup et plus vite. C'est pourquoi ils replantent ces rhizomes dans la vase. Soit dit entre parenthèses, aussi sacrées l'une que l'autre,
Il ne faut pas confondre ce lotus d'Asie, de son vrai nom Nelumbo, et le non moins célèbre lotus d'Égypte, lequel est un nymphéa, plus précisément un nénuphar, de l'égyptien Nouphar, et que voici donnant naissance au jeune Toutankhamon. 2 fleurs, 2 continents, 2 religions, ce qui ne les empêche pas de cohabiter aujourd'hui dans les mêmes bassins. Mais c'est par la fleur que la société végétale montre à la fois son génie inventif et, si l'on peut dire, son intention de communiquer avec la société animale. Voyez cette petite orchidée qui n'a l'air de rien, poussant sous les hêtres, en pays tempéré, l'Hystera ovata. Voici son stigmate, organe femelle, en bas. La tête d'épingle rouge simule la tête d'un insecte qui arrive. Le plus infime contact déclenche une explosion miniature qui éjecte non seulement le pollen de la fleur, mais une goutte de colle que le prix Nobel français Gilles de Gennes ferait bien d'analyser, car elle durcit en une fraction de seconde. Le ralenti, utilisant une prise de vue à 4000 images par seconde, montre que cette goutte de colle est éjectée pas n'importe comment, vers l'avant et le haut, formant un pont instantané qui relie la tête de l'insecte au sac de pollen, mais qui colle à la tête de l'insecte sans coller à la fleur. Un insecte, comme cette guêpe du genre Ichneumon, peut ainsi récolter plusieurs sacs de pollen sur sa tête. Et il peut toujours essayer de s'en débarrasser, pas moyen. Et ça va encore plus loin. Quand les sacs de pollen sont collés sur la tête de l'insecte, au bout de quelques minutes, c'est filmé ici en accéléré, il s'abaisse de façon, quand l'insecte se présentera dans une autre orchidée, à être dans l'exacte position qu'il faut pour féconder son organe femelle. La société végétale ne pense peut-être pas, mais elle ne fait pas n'importe quoi. Enfin, ça dépend, dirait la société des abeilles. Cette fleur est une mauvaise herbe d'Amérique du Nord, qui porte un nom célèbre, celui d'Asclépios, le dieu de la médecine grecque. On lui prêtait jadis des vertus qu'elle n'a pas. Par contre, si on regarde de près l'une de ces petites fleurs, on trouve le piège à pollen le plus extraordinaire qui soit. Dans chacune de ces petites fentes, il y a un dispositif mobile auquel sont fixés 2 sacs de pollen. Le piège, car c'en est un, est glissant, de sorte que la patte de l'abeille dérape et entre dans la fente. L'abeille, en dégageant sa patte, emmène le dispositif qui y reste accroché. Une fois en l'air, les 2 sacs de pollen opèrent un virage à 90 degrés, de façon à se présenter pour entrer dans la fente de la prochaine fleur. Génial. Seulement voilà, tant que l'abeille ne se prend qu'une seule patte,